Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans le quartier. Personne n'a à être viré d'une manifestation. Sale raciste de merde, casse-toi. Je vais peut-être choquer tout le monde, mais presque même pas Éric Zemmour. Bah, moi, ça me choque pas. Les Français sont pas des andouilles. Merde, je comprends. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder la nouvelle édition de Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise de Goua, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique, qui se considère comme rose vif face à un contradicteur et comme souvent, elle est face à Paul Hellec, analyste politique pour le Média. Au sommaire, un président peut-il vraiment dire cela? Dans un entretien bilan de son premier septennat, si on peut dire, accordé à la Provence et à la Tribune du Dimanche, Emmanuel Macron a expliqué que les blocages étudiants en soutien à la Palestine, ce n'est pas la République. Mais pourquoi? Parce que les auteurs de ces blocages empêcheraient à des étudiants juifs d'entrer dans les amphithéâtres parce qu'ils sont juifs. Emmanuel Macron, qui par ailleurs s'est lancé dans une grande opération de séduction de Xi Jinping, le numéro 1 chinois en visite officielle en France. Dans quel objectif? Le convaincre d'infléchir les positions de Vladimir Poutine. Est-ce vraiment réaliste? On en parlera. On évoquera également le coup de chaud sur la campagne électorale en vue des européennes après les déconvenues de Raphaël Glucksmann à Saint-Étienne, chassé du cortège du 1er mai par des militants radicaux. Voici qu'Éric Zemmour frappe une opposante après qu'elle lui ait jeté des œufs, avec une certaine complaisance de certaines chaînes d'infos. Et à la fin de l'émission, on évoquera le coup de projecteur de Paul. Salut Paul, salut Françoise. Salut. Emmanuel Macron a donné une interview fleuve à la Tribune du Dimanche et à la Provence, une interview durant laquelle il a vanté son action durant les 7 années qu'il vient de passer à la tête de l'État, dans une sorte de plaidoyer qui ressemble également à une campagne électorale indirecte au profit de Valérie Ayé, la candidate Renaissance un peu à la peine. Il s'est également prononcé sur les sujets brûlants de l'heure, notamment le mouvement de solidarité en faveur des Palestiniens qui s'est cristallisé à Sciences Po Paris avant de s'élargir désormais à d'autres établissements d'enseignement supérieur et secondaire. Et il a condamné les blocages étudiants qu'il a assimilés à de l'antisémitisme. J'ai fait lire un extrait de son propos. C'est tout à fait légitime et même sain et rassurant que notre jeunesse puisse dire que l'actualité internationale la touche et qu'elle en débatte. Mais intimer l'ordre à un établissement d'avoir telle ou telle politique par la force et le blocage, empêcher d'autres étudiants d'accéder à un amphithéâtre sous prétexte qu'ils sont juifs, ce n'est pas la République. Ce n'est pas le respect de l'autre, le pluralisme, la condamnation de l'antisémitisme et du racisme. Du coup, le président de la République s'est dit favorable à l'évacuation par les forces de l'ordre des universités où s'organisent ces blocages, des propos qui auront sans doute des effets sur le terrain. Est-ce le rôle d'Emmanuel Macron de se prononcer ainsi, Françoise? Non, moi j'ai été très choquée par l'interview d'Emmanuel Macron. Vous savez quand même, le contrat d'abord d'un président de la République, c'est d'assumer la concorde civile. Voilà, je dirais que s'il y a un travail, un job qui lui est assigné au président de la République dans la 5e, c'est d'assumer cette concorde civile, d'être capable à un moment donné de tenter de ramener de la paix, du rassemblement entre les citoyens qui composent cette nation. Mais depuis Sarkozy, voilà. C'est plus tellement le cas. Ce n'est plus le cas. Mitterrand était un très grand président pour cela. Même d'une certaine manière, Jacques Chirac a réussi à être ce président-là. Je vous rappelle quand même, il fait des pas, Jacques Chirac, quand il intervient entre les deux tours des élections régionales pour dire à toutes ses troupes, ne vous ayez pas au Rassemblement national à 98, c'est fort. Aucun président de la République n'avait jamais fait ça. Donc, je veux dire par là qu'il y avait cette stature-là. Même François Hollande avait aussi cette capacité plus douce, en tout cas, à ramener, il n'était pas dans la fracture. Là, on est complètement, vous avez l'impression que Emmanuel Macron, ce qu'il aime le plus au monde, c'est jouer avec les allumettes. Il adore ça, et puis en plus, brouiller les messages. Comment est-ce qu'on peut, dans la même phrase, je lisais cette interview dans la Provence de dimanche, comment on peut, dans la même phrase, dire « c'est super que la jeunesse manifeste, youpla boum », et déclarer après que les manifestations pour Gaza sont anti-républicaines. C'est complètement dingue, mais c'est une stratégie aussi de gouvernance politique. On appelle ça les injonctions paradoxales. Ça rend fou, en fait, les gens. Comment vous pouvez, dans la même phrase, dire « c'est super » et dans la phrase suivante, dire « mais c'est pas républicain ». Vous savez,
tout le monde devient fou, mais c'est volontaire. On appelle ça la stratégie du fou, the foolish strategy aux États-Unis. C'est une stratégie absolument théorisée, c'est-à-dire que on dit une chose, on dit son contraire, et puis la troisième chose qui fait une sorte de synthèse des deux autres, plus on dit le contraire de la synthèse. C'est Emmanuel Macron. Combien de fois a-t-il sorti le Rassemblement national de l'arc républicain? Une fois ou deux. Combien de fois l'a-t-il fait re-rentrer dans l'arc républicain? 3 fois. Combien de fois a-t-il dit le Rassemblement national n'est pas républicain, c'est la haine? Et combien de fois a-t-il fait savoir qu'il appelait Zemmour et salué le maréchal Pétain comme un grand guerrier? Comprenez bien, c'est pas parce qu'il est bête, c'est parce que c'est une stratégie totale, c'est toujours la même pour rester, pour être dans une ambiguïté dont il pense qu'il sortira à ses dépens. Moi, je crois que, bien sûr qu'il y a un affrontement entre des étudiants et puis des étudiants pro-israéliens, mais c'est quand même pas ça le cœur des rassemblements. Oui, il y a des faits, ok, il y a des faits, tout le monde se tape, ok. Mais le cœur des rassemblements, si vous voulez, étudiants, ce n'est pas ça. Le cœur des rassemblements étudiants, c'est qu'il y a des étudiants à Sciences Po et dans une université qui disent, voilà, nous ne voulons plus, nous voulons que ça s'arrête à Gaza. Moi, je serais resté sur la première phrase du président de la République. Ou alors c'est de la flûte. Moi, je pense que c'est de la flûte le concernant. Je trouve ça tellement bien que la jeunesse manifeste. Mais oui, c'est très bien que la jeunesse manifeste. Et je ne vais pas dire oui, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où vous mettez le « mais », globalement, c'est très bien que la jeunesse manifeste. Il y a des dérapages. Il y a eu à Columbia des propos sur le Hamas, son thème, etc. C'est des dérapages. Vous voyez, c'est comme pendant la crise des Gilets jaunes, condamner l'ensemble du mouvement, parce que tu avais 3 abrutis qui ont pris Finkielkraut à partie en le traitant de sale juif. Si tu veux, tu peux pas condamner un ensemble pour 4 trucs. Donc, Emmanuel Macron, c'est très politique, c'est très politicard, et de mon point de vue, je ne sais pas si Paul sera d'accord, parce qu'il n'accorde peut-être pas autant d'importance que moi à la parole présidentielle. Moi, je pense que c'est très dangereux. Voilà, si vous voulez... Paul, est-ce que Emmanuel Macron essaye de faire du Joe Biden? Ouais, non, mais je pense qu'il joue l'ambiguïté parce que... oui, parce que de toute façon... c'est facile de dire il faut que la jeunesse manifeste. D'ailleurs, c'est assez méprisant, je trouve. Hein. La jeunesse, il faut bien que jeunesse se fasse. C'est une espèce de formule qui ne prend pas au sérieux le fait que les gens se mobilisent collectivement. D'ailleurs, on a le meilleur exemple, c'est que cet après-midi-là, les étudiants de Sciences Po sont en train de se faire évacuer par les CRS alors qu'ils sont installés un campement en face de l'institution. Mais comme c'est le premier jour des examens, ils ont laissé rentrer tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une volonté de blocage. Ils occupent le 27 rue Saint-Guillaume, qui est une rue quand même pas trop passante en termes de voitures. C'est-à-dire c'est pas non plus la mer à boire que d'accepter que ces gens-là se mobilisent et viennent interpeller les gens qui viennent massivement passer leurs examens. Mais donc du coup, la question c'est que signifie républicain dans la bouche d'Emmanuel Macron? Et républicain a été une arme de désignation de ce qu'il considère comme des adversaires, voire des ennemis, et qu'il ajoute à sa liste d'ennemis d'État et qu'il faut ensuite réprimer. C'est ça que je veux dire. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire républicain? Ça a eu tellement de sens qu'aujourd'hui, ça n'en a plus aucun. Hein, la République, elle est honorable de tout. La République française, elle a tué, elle a colonisé, elle a pillé, elle a soutenu des dictateurs, des coups d'État, elle a vendu des armes. Donc arrêtons de faire semblant que être républicain s'incarne la vertu ou je sais pas l'imaginaire d'un respect incroyable, surtout la République française. Quand il dit républicain, on l'a vu depuis le début du quinquennat, je suis d'accord, c'est qui est acceptable dans le débat. Qui n'est plus un empire seulement depuis 1962. Hein. Oui. Bien de le rappeler. Et encore, parce que si on regarde toutes les organisations qui représentent la France, quand même, les multinationales françaises, il y a un certain nombre d'intérêts qui existent ailleurs. Il y a une autre forme de colonialisme. Il y a une rente coloniale qui existe encore sous une forme ou une autre. Donc la question pour moi, c'est républicain, on l'a bien vu, c'est une arme pour désigner une liste d'ennemis et dire qui est admis ou non à être traité normalement. C'est-à-dire normalement dans des conditions dans lesquelles on considère que la démocratie est un débat dans lequel s'affrontent des points de vue et des positions. Et le fait de désigner comme non républicain, ça permet, puisque c'était comme ça qu'était désigné le Rassemblement national et l'extrême droite avant, quand il y avait un cordon sanitaire, ça permet de dire il est légitime de s'attaquer à ces gens de façon absolument malhonnête, que ce soit dans la presse, que ce soit d'un point de vue juridique. Je veux dire, encore une fois, là, il y a encore cet après-midi une audience pour pouvoir faire en sorte que Rima Hassan, qui a une conférence à l'Université Paris-Dauphine, puisse se tenir parce que elle a été interdite sous aucun motif. Et après, elle a été réautorisée. Oui, mais sauf que il y a eu un appel. Oui, c'est ça. Et c'est là où c'est choquant, c'est que non seulement
l'appel, la ministre de l'enseignement supérieur se joint à l'appel, mais avec l'OJE. L'organisation juive européenne, qui est l'organisation qui a lancé des plaintes sur toutes les procédures d'apologie du terrorisme de façon politique, encore une fois. On ne parle pas de 3 personnes, on parle des chefs de l'opposition politique dans ce pays. Donc, bon, voilà, républicain est le mot pour sortir quelqu'un du républicanisme, en fait, c'est l'amener à être voué aux hégémonies et à la vindicte, en fait. C'est un ordre politique. Ouais. C'est une démonisation. Bon, ils ont fait ça aussi avec LFI, bien sûr, au début, bien avant le 7 octobre. C'était d'ailleurs un des sujets de colère. Et si tant est que la LDH le fasse, un pas de côté, etc., ils le font aussi. C'était un de mes sujets de rage permanente, cette démonisation d'LFI avant le 7 octobre. Et ils ont fait ça aussi avec les Verts, avec les militants écologistes. Bon, c'est classique. Moi, je pense, moi, que c'est dangereux. Et en plus de ça, c'est 100% politicard. Emmanuel Macron, quand il dit ça, il court après quoi? Il court après les voix de la droite. Il essaie de réveiller son électorat, déjà qui dort. Voilà. Valérie Ayé ne cesse de baisser. C'est-à-dire qu'on se disait, tiens, entrée du chef de l'État en campagne. Vous avez vu que maintenant, il a ses affiches. Il a sa tête maintenant sur les affiches de Valérie Ayé. Il va très très loin avec, en gros, c'est parce que c'est notre projet, donc ça vous rappelle bien sûr la mutualité. Ce soir, on enregistre lundi, mais demain soir, il sera la mutualité en concert, si j'ai envie de dire, avec Gabriel Attal. C'est très politicard, cette interview. Justement, dans cette interview, il parle de Gabriel Attal qui devrait monter plus en avant. Est-ce qu'il attribuera la défaite à Gabriel Attal? Évidemment, vous savez, bon, c'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron, c'est l'apanage de tous les présidents et de tous les patrons de parti. Personne n'est chimiquement pur et c'est heureux parce que ça serait extrêmement anxiogène. Bien sûr qu'il attribuera la défaite à Gabriel Attal. Gabriel Attal va rentrer en campagne au moment le plus important, c'est-à-dire vers la fin, avec, pour moi, le momentum de cette campagne va être le duel avec Jordan Bardella. Ça, c'est l'épreuve de vérité. Si, avec tout ce qui a été mis en œuvre, la mutualité, la tête du président sur les affiches de Valérie Ayé, l'ensemble des moyens de l'État, si vous voulez, mis à la disposition, et puis des moyens médiatiques mis à la disposition, si vous voulez, du sauvetage de Valérie Ayé, eh bien, si avec ça, elle remonte pas un peu, évidemment que le dernier coup à jouer, la dernière cartouche, ce sera Bardella contre Attal, qu'on va regarder comme un match de boxe, Tyson contre Frazier, ou j'en sais rien. Ça va être ça. Les deux jeunes coqs. Ouais, les deux phénomènes, en tout cas, de la vie publique et politique française. Moi, ça m'écorche de le dire, mais la réalité, c'est que, voilà, il y a ces deux-là. Donc, ces deux-là vont s'affronter. Moi, je pense que Emmanuel Macron devrait, j'entends bien qu'il va se battre jusqu'au bout, mais à un moment donné, si vous voulez, vous ne transformerez jamais un poney en cheval de course. Je dis pas un âne parce que je veux pas être insultante avec Valérie Ayé, mais à un moment donné, vous pouvez pas faire de la substitution dans une campagne. C'est exactement comme si Jean-Luc Mélenchon voulait absolument se substituer à Manon Aubry. Voilà, la tête de liste, c'est Manon Aubry, Rima Hassan, c'est pas lui. Donc à un moment donné, il y a une réalité. Si vous vouliez pas que ce soit comme ça, preniez la tête de liste. C'est ce que Giorgia Meloni, par exemple, a fait en Italie. Si vous vouliez que ça soit pas aussi cata pour LFI, que ça soit pas aussi cata pour la Macronie, eh bien, il fallait que Gabriel Attal prenne la tête de liste et Jean-Luc Mélenchon celle de LFI. Voilà. Paul, alors, est-ce que ces interviews fleuves du président de la République en pleine campagne, ça sert à quelque chose pour lui? Et est-ce que ça témoigne aussi de quelque chose qui relève de la nature du système médiatique français? En tout cas, c'est quand même long, c'est très long. Bien sûr. Un épître selon Macron. Amen. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a multiplié ces formes d'interviews fleuves parce que quand il n'est pas en dynamique, il veut inonder le terrain de sa présence et de ses mots et une espèce de trop qui empêche de voir un peu les signaux qu'il envoie. Et je pense qu'il s'adresse à différentes personnes avec ce genre de choses. La preuve étant qu'avec ce propos sur C'est pas républicain, il vient mettre une nouvelle pièce dans la machine à polémique sur le mouvement à Gaza et on va parler que de ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'est-ce que les gens ont à dire de ce qu'il dit sur son propre bilan. Parce que c'est quand même un bilan qui tire sur ses 7 ans et c'est absolument fantastique. Il dit « J'ai commis 2 erreurs. Je n'ai pas réussi à passer la réforme des retraites à point et je n'ai pas fait la réforme constitutionnelle en 2018. » C'est hilarant. C'est quand même un président qui est
haï par une grande majorité de cette population, qui est de crise en crise, il part de feu en feu. Tous les 6 mois, il y a un soulèvement d'une catégorie sociale particulière dans ce pays, les agriculteurs, les gilets jaunes, les mouvements contre les retraites, et tout va bien, ne t'en fais pas. C'est vraiment le film français, par exemple, ça va être un film, tout va bien, ne t'en fais pas. Il y a un film comme ça qui me revient en tête, ou un titre comme ça, et ça a toujours été le propos de la Macronie. Et en plus de ça, ensuite, il dit, sur 4 fronts, on va travailler. Et moi, encore une fois, il dit quoi? Alors d'abord, il dit la réindustrialisation. C'est-à-dire que c'est le partisan du néolibéralisme, de l'abaissement de la protection douanière pour des raisons écologiques ou des raisons sociales, qui nous parle de réindustrialisation. Hilarant. Deuxièmement, il nous dit quoi? Ma priorité, c'est les services publics, à commencer par l'école et la santé. La santé, on a connu sous son quinquennat les ministres qui nous disent un masque, vous savez pas le mettre, on sait pas, on en a pas, on a supprimé des lits pendant qu'il y a une pandémie mondiale. L'école, il a fait tellement de réformes qu'ils sont obligés de revenir sur leurs propres réformes parce qu'en fait tout s'effondre, et c'est son projet principal. Notamment ensuite, les mathématiques. Oui. Et encore, il y a tellement de détails. Là, il y a le choc des savoirs à la rentrée. Ça va être d'une violence absolument. Enfin, c'est vraiment le début de la fin de l'école publique, si c'est pas déjà entamé. Ensuite, il parle quoi? Il dit le régalien. Il dit je mets les services publics de côté et le régalien à côté. C'est-à-dire que pour lui, la police et la justice, c'est pas du tout quelque chose qui est au service des citoyens. C'est un truc qu'il faut. Voilà, c'est son côté, la sécurité, l'ordre, comme avait dit Gabriel Attal. Et le quatrième, je sais même plus ce que c'est. Non, moi je me suis noyé, je l'ai perdu au bout de la 3e feuille. Ouais, mais enfin, c'était très long. Oui, non, mais voilà. Mais du coup, c'est-à-dire que. Oui, c'est la logorée de Macron. Voilà. Et à la fin, on retient rien, et puis personne, parce qu'il a tellement dit, personne ne va lui dire attendez, mais l'école c'est votre priorité, la santé c'est votre priorité, ça n'est pas sérieux. Mais en même temps, il parle encore à ses troupes en disant continuez, allons-y. Et alors, on pas continue, simplement. Alors, je suis faisant. d'accord avec l'analyse de Paul, absolument, bien sûr. Mais oui, on est très méchants tous les deux parce que ça s'appelle de la logorée. Je le redis, ce sont des injonctions paradoxales. Non, parce que moi je travaille dessus, que j'ai lu. C'est bien sûr Noé, mais ce sont des injonctions aussi. C'est très fort, c'est très subtil et c'est très pernicieux. Regardez l'appel du pied qui fait. Ok, là, les gros clins d'œil sur Gaza, les manifs, c'est pas républicain, ça c'est pour la droite et l'extrême droite. Mais regardez le clin d'œil sur la proportionnelle. Ça, c'est le gros clin d'œil énorme pour les centristes, pour la ramener à voter. C'est grotesque, c'est pas et en plus, tout le monde s'en fout. Dis, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est là, si vous voulez, dans un. La question qu'on va se poser, c'est combien de temps. Moi, je pense qu'il y a un côté chez les Français. Bon, on va attendre que ça passe. Il y a encore 3 ans à tirer avec Macron. Il y a quand même un côté un peu comme ça, un peu fataliste. Mais encore le problème, et encore une fois, je le redis, ce serait presque grotesque et nous pourrions le commenter un après-midi en prenant du thé. Sauf que moi, je pense que c'est dangereux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que ça n'est pas que grotesque. C'est dangereux parce que ça dit un effondrement de ce que sont officiellement les démocraties, ça dit une démocratie faible, ça dit un pouvoir faible, ça dit un pouvoir qui joue avec les mots, et donc ça dit évidemment une montée absolue aux extrêmes, à l'extrême droite. Je ne fais pas de parallélisme entre l'extrême gauche et l'extrême droite, moi jamais j'en ai fait, mais ça dit cette montée-là. Vous comprenez bien que quand le bloc central d'un pays est aussi fragile, quand il est aussi discrédité, quand il répand sa parole dans une logorée dans laquelle une poule ne retrouverait pas ses petits, vous comprenez bien ce que ça contribue à faire. Eh bien, ça contribue non seulement à semer la haine, on n'attend pas. Je pense que les étudiants de Sciences Po, ils n'attendent pas d'Emmanuel Macron qui leur dise vous n'êtes pas républicain. Ils attendent d'un président qui dit bon, écoutez les jeunes, pourquoi pas. Ok, on va se parler, je vous réunis, parlons-nous. Les gilets jaunes, ils n'attendaient pas que le président de la République les traite de foule haineuse. Donc c'est en ça que je dis que c'est dangereux, parce que le meilleur finalement VRP et le meilleur prospectus publicitaire et législatif du Rassemblement national s'appelle Emmanuel Macron. Ça sera sa pire tâche, hein. Vous savez, hein, s'il laisse. Le mot de la fin. Non, mais un mot pour dire effectivement que c'est dangereux, c'est que également quand on crie au loup systématiquement la première fois, la deuxième fois, Oui, etc. Mais à la fin, comment on va nommer les gens qui ne sont pas républicains et qui existent dans ce pays? L'extrême droite, en l'occurrence. Un candidat, enfin, Éric Zemmour, je rappelle, multirécidiviste, condamné pour injures racistes, appel à la haine religieuse, etc. Comment on va faire pour les nommer si tout est anti-républicain à partir du moment où ça s'oppose à l'agenda du pouvoir? Donc oui, c'est dangereux, parce que sur ces inflexions-là et sur les désignations de l'ennemi, la logique est vraiment empoisonnée, et ça empoisonne le débat public. Donc oui, c'est pas digne, mais encore une fois, c'est aussi parce que l'étau sur le débat. En gros, il nous explique qu'il a tout bien fait tout le temps.
mais qui fera mieux encore. Ça, c'est tous les présidents, tu sais pas là. Oui, bien Alors, sûr. ce début de pousse semaine, au paroxysme, je suis d'accord, il pousse au paroxysme. Pardon. Ce début de semaine est marqué pour Emmanuel Macron par la visite officielle du président chinois Xi Jinping que le chef de l'État français a invité sur les terres de son enfance. Xi Jinping et sa femme seront accueillis à l'Élysée, mais également à l'hôtel des Invalides pour une cérémonie d'accueil. Mais le point d'orgue de cette rencontre, c'est bien la journée de mardi. Les deux couples présidentiels se rendront ici, au col du Tourmalet, où une importante délégation chinoise attend déjà les deux homologues. Mythique ascension du Tour de France, c'est aussi le village où Emmanuel Macron passait ses vacances chez sa grand-mère. L'an dernier, Xi Jinping avait reçu son invité dans le canton où son père avait vécu. Alors, trêve de critiques sur les droits de l'homme, Emmanuel Macron expérimente que tout le monde se le tienne pour dit, la diplomatie de l'intime. Pourquoi pas ? Alors d'abord parce que le Tourmalet, c'est chez moi aussi. Malheureusement, j'ai ça en commun avec Emmanuel Macron. Nous avons été élevés quasiment dans les deux vallées côte à côte pyrénéennes. Je ferme la parenthèse. La diplomatie de l'intime. Comprenez quelle est cette C'est beau quand historique. même comme mot. Écoutez, oui, bien sûr. C'est bucolique, on est au printemps. Ça s'est signé, je ne sais pas si c'est signé par McKinsey, mais en tout cas, c'est absolument grotesque. J'explique honnêtement. C'est complètement délirant de penser. C'est comme si la Chine et la France étaient la même chose. C'est fou de penser. Je sais bien que l'Élysée théorise en expliquant que quand Emmanuel Macron est allé à Pékin, il a eu droit à une cérémonie particulière dans un endroit particulier pour Xi, et donc il veut lui rendre ça avec l'endroit de son enfance, en réalité pour décorseter le débat et essayer de créer un lien avec lui. Comment Emmanuel Macron peut-il imaginer? Comprenez, on retombe dans le même narcissisme d'Emmanuel Macron, la même chose qu'avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire que parce que c'est moi, parce que je suis Emmanuel Macron, tout procède de moi, j'ai un charisme tellement puissant que de toute façon cet homme-là, tout Xi qu'il est, deuxième ou peut-être voire première puissance économique mondiale, eh bien je vais l'amener moi par la force de ma puissance et de ma personnalité, cette diplomatie de l'intime, autrement dit ce narcissisme absolu, à changer de point de vue. Quelle est la naïveté ou l'orgueil démesuré, haut comme le pic du Midi, je vais prendre le mien, ok, le pic du Midi de Bigorre, comment est-ce que on peut commettre une telle erreur, avoir un tel aveuglement, en imaginant que par la simple force de son verbe et de sa personnalité, on peut faire bouger Xi, l'empire du milieu, qui est dans une stratégie d'équilibre. C'est la grande tradition diplomatique de la Chine, on la connaît par cœur, sauf que la Chine, elle a choisi son camp. La Chine, elle a choisi la Russie de Poutine pour le moment. Ok, on a un problème de 40 milliards de déficit de balance commerciale, mais sur le plan géopolitique, d'ailleurs, Xi Jinping, à peine ayant quitté Paris, à peine mardi soir, partira directement pour la Serbie et la Hongrie, pour rassurer les alliés qui restent à Vladimir Poutine en Europe. Donc, mais est-ce que ça va pas plus loin que cela? Est-ce qu'en réalité, il n'y a pas une stratégie, pas de contrôle, mais d'intégration de l'Europe via des alliés qui contrarieraient les atlantistes forcenés? Je pense par exemple à l'Italie, à la Grèce, à la Hongrie. De la part de la Chine? Oui, de la part de la Chine. Parce que l'Italie, vous savez, contrairement à ce qu'on pense, l'Italie a lâché par exemple les routes de la soie. Vous savez qu'il y a eu toute la polémique sur Gênes, etc. Ils ont essayé, les Chinois. Oui, les Chinois ont essayé, mais ça c'est... Voilà, donc au-delà de Vladimir Poutine, non, aussi mais une manière de se garantir oui, bien sûr, mais je pense des entrées en Europe. Non, mais il n'y a plus d'entrisme en réalité. Il y avait les Italiens qui étaient extrêmement sensibles au chant du cygne, ils ont coupé complètement. Il y a les Grecs. Les Grecs auraient des raisons d'en vouloir à l'Union européenne. Ils ont vendu la Grèce. Bien sûr, ils ont vendu la Grèce. On se demande bien sûr, qui a abandonné abandonné la Grèce. Alors ça, on peut faire des éditions spéciales là-dessus. Du coup, les Grecs 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants. Là, on parle des pays fondateurs. Les pays fondateurs de l'Europe, c'est Italie, Allemagne, France. On est d'accord? C'est Luxembourg. Ces trois pays-là, si vous voulez, ont la bonne distance avec la Chine. C'est-à-dire que, bien sûr, ils se tirent dans les pattes. Quand Olaf Scholz va, si vous voulez, tout seul à Pékin pour négocier les contrats de machines à outils, si tu veux, avec la Chine, bien sûr qu'il ne parle pas à Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est très différent parce qu'il y a quelques années, vous aviez la France et l'Allemagne qui recevaient ensemble la Chine. Là, maintenant, c'est chacun pour soi et chacun pour sa pomme. Alors, Paul, mais là, l'entrisme chinois, il est quand même limité, je pense. Paul, dans Britannicus, Agrippine disait
disait il suffit, j'ai parlé, tout a changé de face. Oui, bien sûr, c'est ça. Je voulais juste te dire que c'est Machiavel. Hein. C'est ça, Machiavel. C'est Machiavel qui dit quand le prince décide, tout l'univers travaille à sa décision parce que tout procède de lui. Il croit vraiment Dieu, ça. quoi. Paul. Non, mais effectivement, l'état actuel du monde, les relations internationales demandent mieux qu'un nouvel épisode de la petite maison dans la prairie avec le dirigeant du PCC. Quoi. Genre, ça me semble absurde, c'est cette mise en scène de l'intime. Moi, je m'en fous de où est-ce qu'il a passé ses vacances, le président de la République, mais je m'en fous. Mais complètement, et je pense que non, mais je pense peut-être, mais quand dire, mais je pense que le président chinois s'en fout également. Et c'est ça que je veux dire. Pour la Chine, l'Europe, c'est folklorique et c'est entre le musée et la nostalgie de quelque chose qui s'est passé. C'est ça, comme ça que les Chinois regardent l'Europe. Non, puis c'est un marché. Non, Paul, c'est un marché. C'est un marché surtout. Non, mais voilà, c'est un marché. Un marché, et puis c'est culturellement et politiquement, c'est un truc folklorique du passé. Vraiment, moi. Du coup, les images dans le petit village de Macron, c'est pour ça, ça rajoutera à la collection les scènes de la vie quotidienne française qu'ils ont pu regarder ou connaître. Non, la vérité, c'est que de toute manière, les relations internationales ne sont pas régies par des discussions tout le temps franches où la question, c'est on ne peut pas avoir des relations à l'international si on fait le tri entre qui sont, quel régime, etc. Donc, de toute manière, la France va être amenée à recevoir des régimes autoritaires. Okay. Donc, la question, c'est comment on le fait. Et pour le faire, on peut le faire de façon protocolaire, à savoir, il y a une visite d'un chef d'État. On le reçoit comme chef d'État de la même manière que la France s'est reçue comme chef d'État là-bas. Et puis, point barre. Ça, c'est sur le côté, la petite mise. Après, on peut discuter du fond de la discussion. Oui, il y a l'Ukraine. Je pense aussi que, comme tu disais, il y a un marché. La vraie question, c'est on veut vendre des Airbus, on veut protéger la possibilité pour nos entreprises d'avoir un marché. Parce qu'on ne va pas me dire que les entreprises françaises... à mon avis... Non, mais en dehors de LVMH, ça c'est en France. Par exemple, le port. Mais la grande distribution, vous pensez que Carrefour veut se retirer de la Chine? Vous pensez que l'automobile français ne voit pas d'un bon oeil le marché de millions de consommateurs? Et puis ils veulent rester à Wuhan, hein, les constructeurs français. Mais l'automobile chinoise est déjà très électrique. Mais justement... Non, mais il faut aller voir la production à Wuhan, hein, Théo, je t'assure, c'est français. C'est pour ça que c'est un enjeu pour les grands industriels français et les grands intérêts européens de faire en sorte que la Chine ne se ferme pas totalement. C'est pour ça aussi qu'on a régulièrement des contacts avec la Chine et que c'est un contact qui sera obligatoire dans le sens où il n'y a pas de projection économique de l'Europe en dehors de la Chine. La vraie question, c'est quelles sont les marges de manœuvre et les décisions politiques que prennent les décideurs européens pour que ça se fasse dans des conditions qui permettent. Et c'est là le débat à avoir sur qu'est-ce qu'on fait de nos produits, qu'est-ce qu'on fait des produits chinois et comment on discute avec les Chinois pour que ça ne soit pas une guerre commerciale qui dégénère comme ça a pu être le cas sous Trump ou que ça soit la fin de l'ensemble de la production européenne, en tout cas de certains standards écologiques et sociaux qui sont largement supérieurs à un certain nombre d'endroits où c'est produit en Chine, mais de manière générale... Comment on joue un jeu que tout le monde joue au niveau international, les États-Unis, les trucs, et comment on arrête d'avoir l'Union européenne qui applique de façon particulière une relation libre-échangiste qui ne marche pas. Alors nous, on a aussi un problème, il faut absolument qu'on rétablisse notre marché intérieur, parce que quand on regarde de la façon dont la puissance de notre marché intérieur, 450 ou 500 millions si on prend l'Europe continentale au sens géographique du terme, comment est-ce qu'on fait mieux fonctionner ce marché intérieur, tout simplement la Chine, intra-européen, la Chine est forte de son marché intérieur, je le rappelle, et la Chine ne va pas si bien que cela non plus. Non. Elle a une croissance qui baisse, très grande crise immobilière, très grande crise de la consommation, donc il ne faut pas imaginer non plus que la Chine est cette espèce de dragon impérial qui marche et qui écrase tout. La Chine ne peut pas être l'homme le plus riche du cimetière, là encore, et elle le sait très bien. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul sur Xi, notamment, parce que Xi, c'est un prince rouge, c'est quelqu'un qui a une vraie éducation, une vraie compréhension de la culture occidentale et européenne notamment, et notamment son épouse, qui est une très grande chanteuse populaire, mais qui a énormément de culture. Nous, on avait eu la chance, entre guillemets, de la rencontrer, et je crois quand même que la Chine se vit comme le plus grand empire de tous les temps, ça c'est vrai, il y a cette idée-là, mais la Chine aussi souffre de la mauvaise image qu'elle a dans le monde, même si elle donne le sentiment de l'encaisser et de répondre coup pour coup, il y a le syndrome
toujours en Chine, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup été, mais c'est un diplomate chinois qui me dit ça, le syndrome un peu du mal-aimé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté-là. Et là où je rejoins Paul, il a absolument, c'est fondamental ce qu'il a dit sur le PCC. Moi, je suis aujourd'hui une opposante chinoise, je suis un Ouïghour, je vois la façon dont la France, c'est pas... En plus, c'est une façon d'en faire toujours Non, mais trop tu en vois ce France que je veux te avec dire, un certain nombre exactement, Théo. Parce Ça, qu'avec moi, Poutine, c'était Versailles, Versailles. voilà. Et puis Moi- Sarkozy avec Kadhafi, il bien en a sûr. fait trop. Mais tu C'est vois, entre l'excès alors, d'honneur et mais là, l'indignité, toujours. je C'est suis jamais le milieu. Je suis d'accord avec toi. Mitterrand n'avait pas forcément fait ça. Mitterrand, c'était Versailles, mais c'était pour, entre guillemets, les pays occidentaux, Reagan, etc. Moi, je crois vraiment que je suis ouïghour. Nous sommes la France. Quelle que soit la façon dont c'est abîmé, notre image, nous restons quand même, dans le monde entier, vous en conviendrez, pour les gens, une forme de phare des nations des droits humains. Bon, ça dépend où en Afrique francophone, non. Sérieusement, ça reste la France. Si la France, si tu veux, au niveau de ce que nous sommes encore un peu, si tu veux, envoie comme message, si tu veux, qu'on va faire guili-guili et risette, le président... Alors qu'on n'en a pas besoin. Alors qu'on n'en a pas besoin, main dans la main, dans le truc d'enfance de Macron, moi je pense que c'est plus que la maison dans la prairie. C'est véritablement quelque chose, c'est un coup de poignard dans le cœur. C'est un coup de poignard que vous mettez aux Ouïghours. C'est un coup de poignard que vous mettez aux Tibétains. Alors parce qu'on peut y aller 10 ans et 20 ans sur ces sujets que j'adore. Ouais, mais les Tibétains, c'est quoi en termes d'échanges commerciaux? Non, mais c'est pas le sujet, mais je sais Non, très bien. Mais écoutez, moi je suis pas du tout une naïve, je sais très bien que la politique d'un pays ne peut pas être cadrée sur la politique des ONG. On est d'accord, autour de cette table, aucun de nous n'est un naïf. Mais je veux dire par là qu'en termes de symbole... Par exemple, Raphaël Glucksmann, pour lui, c'est une indignité de recevoir le président chinois. Non, mais Théophile, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas de ça. Je dis juste que la façon dont on reçoit... Déjà, j'ai été très heurté quand on reçoit Poutine comme ça à Versailles, après la Crimée, etc. Mais la façon dont on reçoit Xi, le message qu'on envoie, si tu ne crois pas que l'espèce de débilité de la diplomatie, de l'intimité, ça n'a pas fait le tour de l'ensemble des chancelleries avec le bidonnage qui va avec. Hein. Tout le monde se bidonne sur « Ah, Macron, encore les Français, calme-l'en ». C'est ça, hein, la réaction. Il ne faut pas imaginer qu'on est plébiscité. Je veux dire, tout le monde se fout de nous. Hein. À quelques exceptions près, on se fout de nous, sauf peut-être l'Estonie. Je voudrais que tu réagisses quand même sur, par exemple, Raphaël Glucksmann qui estime que de toute façon, on peut ne pas recevoir... Mais moi, je suis partisan de ne pas prendre Raphaël Glucksmann comme un homme politique sérieux. Je pense que sa carrière en politique et le fait qu'il s'amuse, hein, son bouquin, c'est L'enfant du vide. Effectivement, il vide, le vide de son existence de bourgeois, héritier, etc., fait que voilà, il s'engage et que du coup, il s'engage comme quelqu'un qui... Non mais laisse-moi finir. Comme quelqu'un qui a une vision idéaliste qui est c'est pas bien, c'est bien. Ces gens... Il y a les gentils et les méchants. C'est sa vision des relations internationales qui n'est absolument pas ni sérieuse, ni fondée sur les choses. Parce que justement, cette proposition, on fait quoi? On arrête de recevoir la Chine? On arrête d'avoir des relations commerciales avec la Chine? Ça n'a aucun sens. Pas ça qu'il ça n'a a aucun dit. sens. François a une nuance à apporter. Mais non, mais il n'a pas du tout dit ça mais sur la Chine. Qu'est-ce que vous racontez? Il dit c'est honte de recevoir un dirigeant autoritaire. Non, mais c'est pas C'est ça. sa phrase. Raphaël Glucksmann, là, écoutez, moi, je ne suis pas dans la Glucksmania, mais enfin, s'il y a bien un type qui a fait quelque chose pour le combat des Ouïghours, pardon de vous le dire, c'est Glucksmann. Mais non, mais tu es en train de nous expliquer que c'est un enfant du vide et la bourgeoisie. Il a des convictions, Glucksmann. Il a le droit d'en avoir. Moi, je crois pas. Mais moi, je crois qu'il en a. Je crois que sa conviction, c'est, je veux dire, l'atlantisme. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas. Mais en dehors de ça, c'est pas grave. Peu importe mon avis d'ailleurs sur Glucksmann. Ce que je pense, c'est que on a un problème, c'est que chaque fois qu'un régime autoritaire est reçu par la France, on fait semblant de redécouvrir que la France n'en a rien à faire des droits de l'homme. Moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'on joue de cette image de pays des droits de l'homme. Sur l'image. Sur l'image. Je ne parle pas des faits. Mais tu es d'accord voilà. sur l'image. Moi, je pense que dans la plupart des pays du monde, on est vu soit comme des hypocrites, soit comme des criminels. Bon, et des vendeurs d'armes aussi, hein, parce que quand tu vends des armes en même temps... mais c'est pour ça que je... non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vends des armes, tu peux pas non plus avoir une diplomatie vertueuse. C'est pour ça qu'il faut... Regarde avec l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que la question, c'est bien sûr que Macron ne va pas aborder ces questions. Donc la question, c'est que pour aborder ces questions, il faut qu'il y ait des mobilisations populaires. Effectivement, Glucksmann, sur les Ouïghours, a joué un rôle au niveau de la connaissance du public plus grand que beaucoup d'autres. Il n'y a aucun souci. La question, c'est, du coup... il faut arrêter de faire semblant de redécouvrir chaque fois que les relations nationales ne sont pas réglées par les bons sentiments et les droits de l'homme. La vraie question, du coup, c'est donc, qu'est-ce qu'on discute avec la Chine? Pourquoi? Est-ce que ça serait intéressant aussi qu'on ait un débat
réel sur quels sont l'état des relations que la France doit avoir avec la Chine. Par exemple, on oublie souvent qu'il y a un parti en France qui a un accord avec le PCC. Ça s'appelle les Républicains. Hein? Alors, à chaque fois qu'on parle de la Chine, on essaye de reprendre toute la gauche en communiste parce que les communistes chinois. Non, ça fait quelques années que ça s'est calmé, mais Mélenchon en avait fait les frais. Mais je veux dire, les gens qui ont un partenariat hyper fondé, c'est les Républicains. Voilà, c'est ça les sujets qu'il faudrait mettre sur la table. Donc, bref, moi je pense que Axel Glucksmann, sur ce qu'il dit, je veux dire, c'est encore une fois une position facile parce qu'il dit oui, mais c'est mal, et il le dit pour les régimes à qui ça l'arrange de dénoncer, il le dit pas pour les autres. Donc, bon, la question c'est juste, encore une fois, qu'est-ce qu'on discute? Et la question de la discussion, c'est encore une fois les relations commerciales, qui est la seule raison pour laquelle on continue de discuter avec la Chine. On ne discute pas du reste. Je suis d'accord avec toi, Paul. Non, je dis pas que c'est bien. Je suis d'accord avec toi sur les relations commerciales et l'idée surtout de comment nous existons, nous, Européens, face à Chine-Amérique. C'est surtout ça notre sujet. Notre sujet, c'est comment et puis éviter la guerre froide qu'on nous annonce contre la Chine. Moi, voilà, entre les USA et la Chine. C'est ça notre sujet. Désormais le feuilleton ou les feuilletons de la semaine dernière qu'on peut résumer en utilisant les termes de violence ou d'échauffourée politique. D'abord, les mésaventures de Raphaël Glucksmann, sorti Manu Militari de la manif du 1er mai à Saint-Étienne, visé par des œufs et de la peinture, et la polémique qui a suivi avec Glucksmann accusant la France insoumise. Puis on a eu Éric Zemmour qui a frappé par derrière une manifestante lui ayant jeté un œuf. Pris à partie sur un marché en Corse, Éric Zemmour a ensuite frappé une opposante. Ça s'est passé samedi 4 mai au marché d'Ajaccio. Quelques instants avant, cette femme militante de gauche selon le journal Corse Matin avait lancé des œufs sur Éric Zemmour, puis on la voit revenir à la charge vers l'ancien journaliste. C'est là qu'Éric Zemmour se retourne et lui assène un coup à l'arrière du crâne. Le président du parti Reconquête est en Corse pour donner un meeting dans le cadre des élections européennes du 9 juin. Arrivé peu après 11h au marché d'Ajaccio, il était attendu par un comité d'une quinzaine de militants de gauche du Parti communiste et de la CGT. Ceux-ci l'ont accueilli au cri de « Dégage, la Corse n'est pas à toi » et « Les fascistes dehors ». Fascistes de merde! Dégage! Pour la petite anecdote, on était frappé par le résumé de CNews le jour même, tout empressé de prendre la défense de Zemmour, la correspondante sur place oubliant même de mentionner son coup par derrière. Christina Luzzi, notre correspondante sur place, nous détaille les faits tout de suite. Bonsoir Olivier. Oui, alors qu'Éric Zemmour déambulait avec des sympathisants et des membres de son équipe pour se rendre au marché d'Ajaccio, eh bien, il a été pris à partie par une quinzaine de personnes qui l'ont traité de facho, de raciste. Ils hurlaient « Dégage d'ici, la Corse n'est pas à toi ». Puis ils ont commencé à lui jeter de l'eau et des œufs. Une des militantes présentes a même tenté de s'en prendre à lui physiquement. Dans la foulée, Éric Zemmour a immédiatement réagi et a critiqué des imbéciles violents avant d'ajouter « Il croit m'intimider. Mais moi, je suis comme les Corses, on ne m'intimide pas ». Le chef de file de Reconquête a donc continué sa visite du marché d'Ajaccio, où il a été plutôt bien accueilli par les commerçants et le public présent. Certains d'entre eux ont même pris sa défense. Le président du parti Reconquête a d'ores et déjà annoncé son intention de déposer plainte contre ceux qu'il désigne comme des individus d'ultra-gauche. Paul, est-ce que c'est ma subjectivité qui m'égare si je dis que le système médiatique s'est plus indigné de ce qui est arrivé à Glucksmann que de ce que Zemmour a fait ? Je crois que c'est ton rôle en tant que journaliste indépendant de le souligner. Tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de réagir jeudi là, sur ce plateau. On avait effectivement peu d'informations. Ça a été beaucoup sur Raphaël Glucksmann. Et puis après, j'ai appelé des amis. Hein. Moi, j'avais condamné le jet de peinture parce que ce jet de peinture, je trouvais qu'il potentiellement il pouvait être violent. Hein. Et en dehors de ça, j'avais dit très simplement que, étant donné le bilan du Parti socialiste comme un parti qui a brisé ce pays et qui a mené des politiques extrêmement réactionnaires, je comprends que des gens à gauche les viraient. Même si je peux comprendre que, bien sûr, il en profitait pour se victimiser, etc. Donc la question pour moi, c'est la proportion des individus à exprimer quelque chose politiquement. Dire « je veux virer Raphaël Glucksmann » par contre considère qu'il n'est pas de gauche, ça c'est une action politique. La question, c'est est-ce que c'est efficace ou pas? Et c'est pas à moi de la régler. Moi, ce que j'ai eu de mes amis qui étaient à Saint-Étienne, ils ont dit c'est pas simplement une organisation, c'était un accord de plein de gens qui, à Saint-Étienne, de différentes organisations, avaient choisi que ce soit le cas. Bon, voilà, le résultat, a posteriori, c'est
le système médiatique s'est emballé sur Glucksmann et ça n'a pas eu l'effet ni le message politique qui voulait être porté. Donc, en ce sens, c'est sans doute un échec. Moi, ma question, c'est je ne mettrai pas, par contre, sur le même plan ce qui s'est passé avec Raphaël Glucksmann et ce qui s'est passé avec Éric Zemmour. Éric Zemmour est un multirécidiviste condamné pour racisme. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et je ne condamnerai jamais les actions des individus lorsqu'elles n'atteignent pas physiquement et qui ne remettent pas entièrement l'intégrité physique de gens pour virer des fachos. Le slogan historique, c'était pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans le quartier. Bon, bah, moi, ça m'a fait plaisir de voir que ce type-là, qui prétend faire de la politique, alors qu'il est en permanence en train de discourir en appelant à la haine, se fasse interpeller par des gens qui disent, elle dit quoi, sale raciste de merde, casse-toi. Bah, moi, ça me choque pas. Et je ne mettrai pas le même plan. C'est pour ça que je dis, Raphaël Glucksmann, on peut lui en vouloir politiquement pour être le candidat d'un parti qui, à mon avis, n'a plus sa place à gauche. Mais il y a manière de faire et ce n'est pas la même chose pour moi. Et effectivement, pour répondre à la question, il y a eu un 2 poids 2 mesures. Emballement sur Raphaël Glucksmann, qui est le candidat médiatique. Hein. Vraiment, encore une fois, je ne trouve qu'il n'a pas grand-chose à apporter. Il n'a jamais eu une proposition sur le débat français. Il explique qu'en gros, ce qui intéresse les Français, le pouvoir d'achat, les retraites, ça l'intéresse pas. Et on en fait genre la nouvelle égérie, le nouvel espoir social-démocrate. Bon, voilà. Et de l'autre côté, Éric Zemmour. Donc, voilà, séparons les choses. Et la seule question, c'est on a besoin de mieux comme traitement des sujets de fond. Et là, ça a échoué pour toute la séquence, pour moi. Moi, je pense que sur Raphaël Glucksmann, aux grandes dames d'ailleurs de beaucoup de ses camarades socialistes, c'est son choix. Il ne veut absolument pas s'occuper des sujets nationaux. Il est profondément européen. Il a déjà fait savoir que quel que sera son score, il ne sera pas candidat à la présidentielle. Son sujet n'est pas celui-là. Il croit vraiment à l'Europe. Il ne parle quasiment que d'Europe. C'est son sujet et c'est tout à son honneur hein, parce que c'est assez facile hein, finalement de descendre dans l'arène, de sortir 2-3 trucs, de faire un espèce de lien parfois artificiel et parfois réel entre l'Europe et le pouvoir d'achat des Français. Regardez ce que fait Bardella, c'est facile, il ne fait parler. Regardez ce qui se passe. Bardella ne parle que de politique nationale, 32%. Mélenchon ne parle Gaza, 7%. Glucksmann dit Europe, 12, 13, 14%. Les Français ne sont pas des andouilles. Donc là, à la décharge de Raphaël Glucksmann, et contrairement à ce que tu dis, Paul, c'est pas du tout parce qu'il est incapable, c'est qu'il ne veut pas. C'est sa décision, je parle d'Europe, parce que pour lui... À tort ou à raison, moi je n'en sais rien. Enfin, moi, pour lui, la nation française est déjà morte. Non, c'est pas ça. C'est que pour lui, les grandes décisions, les grandes orientations, si tu veux faire des énormes investissements, par exemple sur l'écologie, ça peut être qu'à l'échelle européenne. Si tu veux faire des énormes investissements sur un plan de l'eau, par exemple, ça peut être qu'à l'échelle européenne. Les immenses investissements sur l'industrie renouvelable, ça peut être que l'échelle européenne. C'est son point de vue. Par contre, et deuxième point, il a le droit de mener campagne. Peut-être qu'à la fin, ça lui coûtera cher ou pas. Je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma. Ça, c'est le premier point. La séquence, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Paul. Personne n'a à être viré d'une manifestation. Et je vais te dire, je vais peut-être choquer tout le monde, mais presque même pas Éric Zemmour. C'est pas parce qu'il a été... qu'il doit éternellement être. Il y a deux choses. Pas plus Raphaël Glucksmann en tant que gauche et sociotraître. La violence, quelle qu'elle soit, et que ça va d'un jet d'œuf à une baston et à se faire fracasser la tête, je ne peux pas accepter d'être cette gauche qui dit il y a une forme de violence qui est acceptable et l'autre qui ne l'est pas. Il n'y a aucune forme de violence acceptable. Les gens, j'entends ce qu'ils disent politiquement sur Glucksmann. Il n'a pas à être sorti d'un cortège. Il n'a pas vendu du beurre aux Allemands. Il est pour la taxation pour les riches. Il n'est pas comptable du reniement de François Hollande lorsqu'il était au pouvoir. Il a candidat de son parti, mais il n'est pas comptable. Il n'est pas membre du Parti socialiste. Il a son propre. Mais il est son candidat. Mais il a sa propre pensée. La taxation des riches, ça c'est pas quelque chose qui vient du PS. Ça vient de lui. L'impôt sur la fortune pour investir dans la transition, c'est à lui. Il n'a pas à être sorti comme un malpropre avec plusieurs organisations, dont notamment bien sûr des membres de LFI, des jeunes communistes, même si Fabien Roussel s'en défend, et des associations. Ça, c'est le premier point. Mais Fabien Roussel, par exemple, n'a pas souffert de cette séquence, alors que c'était le gros des troupes, c'était les communistes. Mais on s'en fout. Moi, vous savez, dans mon autre vie, j'ai travaillé avec des politiques. Vous vous rendez pas compte de ce que ça signifie. On est là en train de dire, même Mélenchon, quand Mélenchon se fait agresser, vous pensez que Mélenchon, tout le cuir tanné qu'il a, c'est pas quelque chose qui lui reste dans la tête. C'est hyper... agression. Moi, j'ai dit, la peinture, c'est un geste qui peut continuer. Mais les autres, ils ont chanté en disant casse-toi. Quel est le problème ? Et je pense, en plus de ça, que Zemmour n'a pas à prendre des œufs. Il faut le laisser. Par contre, là
où je fais 2 poids 2 mesures. C'est pas les deux faits. La liberté d'expression, encore une fois, tout ça ne peut pas se découper en morceaux au gré de notre idéologie. C'est quoi le 2 poids 2 mesures? Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. C'est la deuxième séquence de Zemmour qui est condamnable. C'est-à-dire que même si tu prends des œufs, regarde comment Glucksmann sort du compteur, il est calme, bon, ça grand échalas, il sort, voilà, il se retourne pas, il traite pas les gens de connards, il fait pas de coup de poing. Il sourit même, donc c'est peut-être pas qu'il a été agressé. Il sourit, il est tranquille. Ce qui montre qu'il a juste, il sait qu'il s'est fait des virer. coups de poing, il se retourne pas en foutant des coups de boule, si tu veux, aux gens qui lui balancent casse-toi, il balance de la pâture. Donc on est d'accord que c'est pas une agression. Qu'est-ce que si, bien sûr. En dehors de la peinture. Mais c'est sa façon à lui de réagir. Je me souviens de Parlons de Zemmour. Taubira qui se faisait massacrer en permanence. Elle avait les mêmes réactions que Glucksmann. C'est des réactions contraires à la violence du moment. Zemmour, personne n'a lui balancé de peinture. Laissez-le tranquille, on s'en fout. Mais lui, en fait, il a donné un coup à quelqu'un qui avait déjà été maîtrisé par... C'est ça le sujet de Zemmour. Ça montre la violence. Le vrai sujet de Zemmour, c'est celui-là. On ne tape pas une femme. Ça m'a rappelé, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais peut-être que Théo s'en souvient. Les effets sociaux d'une telle violence sur une jeune femme, ils sont terribles par rapport aux effets sociaux d'une violence sur un jeune homme. Ça m'a rappelé exactement Jean-Marie Le Pen, 1998, campagne des régionales. Peut-être toi, tu étais trop jeune, Paul, pour t'en souvenir. Le Pen qui colle contre le mur Annette Pleugas-Berjal, une militante socialiste, il la colle contre le mur comme ça, presque pour la tabasser. Ça fait la une de l'idée. Et puis ça avait scandalisé tout le monde. Là, pour Zemmour, ça passe. Mais je ne suis pas sûr que ça passe, parce que vous regardez un blog, c'est-à-dire en gros les chaînes info du blog Bolloré, que ça passe. Moi, je pense que dans l'opinion, ça ne passe pas. Je pense que Zemmour a terminé lamentablement à 7%, même si c'est beaucoup, mais c'est que dalle, en fait, par rapport à ses objectifs, à cause de ce qu'il est, à cause de ce que les gens perçoivent. Il est conforme, en frappant cette femme dans le dos, qui en plus est exfiltrée, il est conforme à ce que les Français ont su et ont vu de lui. Il déteste ce type de comportement. Quand Zemmour va faire le guignol au Bataclan, moi j'avais la rage, alors ça réveille en moi ma colère, j'avais presque envie d'aller lui mettre c'est complètement con. Donc vous voyez, colère contre colère, on arrive à quoi comme résultat? Quand Zemmour va au Bataclan faire son cinéma, il commence pas à perdre avec l'Ukraine, il commence à perdre à ce moment-là. Les Français ont horreur de ça. Donc écoutez, il est exactement conforme à ce qui fait que les Français n'éliront jamais ce type-là. Son discours rentre un peu, mais n'imprègne pas. Donc voilà. Alors on passe au coup de cœur, et une fois n'est pas coutume, c'est... Enfin, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de projecteur. Et une fois n'est pas coutume, c'est à Paul qu'il revient. Il a fait un coup d'État à Françoise. Non, mais c'est bien, il a eu raison. Non, mais en fait, c'était juste qu'on en parle peu, mais la question de la mémoire, notamment là, on a parlé relations internationales, on a parlé guerre, on a parlé en fait de faits terribles. Demain, le 7 mai, commence le début du procès en appel de Trentagna qui qui intente un procès en appel à 14 compagnies multinationales, y compris Bayer Monsanto, dans leur responsabilité pour avoir produit, commercialisé l'agent orange et répondu à un appel d'offres de l'armée américaine. L'agent orange, c'est quoi? C'est un produit hyper chimique qui a été déversé par millions de litres sur le Vietnam, qui produit des maladies sur des générations. Là, on en est à la 4e génération de personnes qui connaissent des malformations, des cancers et des maladies extrêmement lourdes. Pour vous donner un exemple, il y a eu des luttes comme ça ailleurs. Aux États-Unis, des vétérans de l'armée américaine ont été indemnisés. Il y a une tentative des victimes vietnamiennes de l'agent orange de porter plainte et de faire une class action, action de masse aux États-Unis pour obtenir des indemnités, parce que c'est des gens qui ont détruit un pays, 20% des forêts du Sud-Vietnam détruites. Et encore une fois, pour quelle raison? C'est un herbicide extrêmement toxique qui a été utilisé pour raser toute la végétation et pour faire débusquer, si vous voulez, les gens qui résistaient à l'invasion américaine au Vietnam. Donc cette femme-là, Trentagna, elle a 82 ans, elle est malade, elle a un cancer, elle a du diabète, et c'est une militante du Front de Libération Nationale vietnamien qui essaye de porter ce combat. Donc voilà, vous pouvez suivre le collectif Vietnam Dioxine qui documente ce qui s'est passé, qui offre une documentation intéressante sur le sujet, qui également se mobilise pour faire en sorte qu'il y ait une loi mémorielle
hein, sur les victimes de la guerre impérialiste qui a été menée au Vietnam. Et voilà, je voulais juste mettre un coup de projecteur parce que c'est, encore une fois, voilà, c'est aussi le visage de l'Occident. La France a mené la guerre au Vietnam parce que c'était sa colonie. Les États-Unis l'ont fait en produisant une des guerres chimiques les plus ignobles qu'il y a eu. Et la mémoire de ce qui s'est passé est importante à porter, parce que sinon, comment on empêche que se recommencent les scénarios ignobles que présentent ces guerres, encore une fois, pour aucune raison valable. Parce que je rappelle que les Vietnamiens avaient le droit d'être libres au Vietnam et de choisir de son orientation politique, y compris lorsqu'ils se sont engagés auprès des communistes locaux qui ont porté la question de l'indépendance. Voilà. Françoise. Très touché par... il a bien fait de me putcher, Paul, aujourd'hui. Très touché parce que je n'avais pas vu passer, en fait, cette information. Moi, ça me met un peu les larmes aux yeux, ce qu'il dit, parce que, vous savez, je suis un peu émotionnel, mais je trouve ça très fort, ce témoignage, ce que raconte Paul. Ça me fait penser, parce que j'ai un de mes amis japonais qui a été avocat des victimes d'Hiroshima et Nagasaki, des victimes des pluies noires. Parce qu'il y a, comment dirais-je, il y a la bombe en elle-même qui souffle tout, et puis la mort, c'est par les pluies noires, c'est-à-dire la pluie radioactive. Les gens se jettent dans l'eau en pensant que... moi, allez voir, si vous pouvez, un jour, le musée de Hiroshima, vous ne reviendrez jamais indemne. Hein. C'est une des choses les plus atroces, avec des visages fondus comme des bougies. C'est des photos qui ne sont pas montrées au grand public, mais qui sont gardées pour la mémoire de l'humanité. Eh bien, 40 ans de combat. 40 ans de combat pour être reconnu comme Hibakusha, c'est-à-dire avoir le statut d'irradié, si vous voulez, de Hiroshima et Nagasaki, 200 000 morts, hein, tu sais, comme ça, 6 et 9 août en 2 secondes. Les Américains, bien sûr, encore une fois. Et ils ont bataillé. C'était pas une question d'argent, c'était aussi pour des prises en charge simplement par je pense que c'est pareil pour le Vietnam, la prise en charge de maladies, hein, de maladies de leurs descendants, etc. C'est ça, 4 générations. La fierté d'avoir été reconnu comme victime, c'est la plus grande boucherie. Hiroshima et Nagasaki, vous vous rendez compte? On a testé la bombe nucléaire sur des êtres humains. On a fait des Japonais des cobayes. Et vraiment, bravo, Boucherie Paul. technologique. Boucherie technologique. Est-ce que ça marche bien, tiens, au fait, la bombe? Voilà ce qui s'est passé. Et on a détruit ces vies. On a détruit, ça a donné d'ailleurs un art, l'art du buto, qui est absolument exceptionnel, l'art de la danse. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis japonais. Je vais souvent au Japon. À Hiroshima, il y a des gens qui vous racontent que des gens, vous croisiez 2 mois après des gens qui marchaient comme ça, les bras tendus. Vous savez pourquoi? Pour que la peau tombe pas. Hein, pour que la peau reste collée. Ils marchaient, ce qu'on appelait... Vous avez des photos comme ça. Donc, c'est ce que l'humanité est capable de faire. Exactement, Paul. Ce que tu as parfaitement décrit avec l'agent Orage, qui est une saloperie. C'est comment vous vous rendez compte de l'esprit qu'il faut avoir pour pulvériser de l'herbicide sur des êtres humains. Non, mais j'ai envie de pleurer, hein, sérieux. S'il y a un combat qu'on doit mener, à la limite, on va tous se retrouver là, faisons des manifs contre le nucléaire et contre la guerre, ça m'ira très bien. Il y a une proposition de faire en sorte de reconnaître ce qui s'est passé avec l'agent Rouge et le déversement, encore une fois, de millions de litres, comme un premier écocide, en fait. C'est-à-dire la destruction de l'environnement avec les conséquences barbares que ça a eu sur la population. Et donc, du coup, voilà, suivez le collectif. On va le suivre, c'est une très bonne idée. Et puis, j'ai vu qu'il y avait eu une manif et il y avait des Absolument. gens, je crois qu'il y avait les Verts, parce il y avait fait, la France Insoumise, c'est bien. Il y a eu le premier procès qui a duré 7 ans et là, c'est l'appel. Parce que le tribunal ne s'est pas jugé compétent en disant mais les compagnies ne sont pas responsables. Or, la défense a montré et a prouvé que les compagnies ont répondu volontairement à un appel d'offres de l'armée américaine et qu'ils n'ont pas répondu simplement à un ordre de cette armée. Ça va être un des enjeux du procès. Reconnaître la responsabilité aussi des industriels dans la production d'armes de mort. Hein. Ça nous rappelle l'ordre du jour merveilleux Goncourt 2017 d'Éric Villard avec les industriels allemands qui font affaire avec les nazis. Le Zyklon et puis tous les engins de mort. Merci Paul et merci Françoise. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Sans langue de Goua. Restez branchés sur le canal 350 de la Freebox. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous offrir un petit pouce levé. Le média, votre média, dépend entièrement des abonnements et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Si vous le pouvez, soutenez-nous en visitant notre site, lemediatv.fr/soutien. Pour ma part, je vous dis à plus.